Bien, donc, regard sur les pauvres d'hier et d'aujourd'hui, avec comme sous-titre, qui sera plus explicite concernant mon intervention, six types de représentation de la pauvreté et de réponse sociale. Depuis 1000 ans, les pays occidentaux ont toujours oscillé entre une vision positive et généreuse et une vision négative et discriminante des pauvres. Les manières de penser l'état de santé économique du pays et les manières de penser globalement le fonctionnement sociétal en constituent les paramètres principaux. En particulier, comment a-t-on pensé depuis l'an 1000 et dans chaque type successif de société la distribution des revenus et des ressources sociales et culturelles, les conditions d'accès au travail et à l'emploi, et la façon de définir les conduites socialement acceptables et inacceptables. Finalement, comment ces représentations ont pesé sur la manière de considérer et de traiter les pauvres. Je vais donc aborder cette thématique à partir d'un angle d'approche particulier, en quoi les représentations sociales dominantes de chaque type de société, et j'en distinguerai 5, société féodale, société marchande, société industrielle libérale, société industrielle fordienne et enfin société actuelle, financière et mondialisée. Donc, en quoi les représentations sociales dominantes de chaque type de société ont façonné la manière dont les élites sociales ont considéré les pauvres et ont traduit ces visions dans des politiques économiques et sociales et dans des institutions spécifiques. Donc, je passe au premier type de société, la société féodale du Moyen Âge, des 11e au 15e siècle, avec deux modèles religieux. D'un côté, un modèle de charité généreuse et de l'autre côté, un modèle de charité discriminante. Donc cette société ancienne, 11e à 15e siècle, est agraire sur le plan économique, mais elle est religieuse, plus précisément chrétienne, sur le plan symbolique. La croyance au Dieu chrétien est quasi généralisée. L'organisation sociale en 3 ordres, les prêtres, les guerriers, les paysans, est conçue comme voulue par Dieu, et donc elle est juste. Et chacun doit accepter humblement la place que Dieu lui a donnée. En outre, l'idée de l'existence d'une vie après la mort imprègne les esprits, au point que l'important au cours de la vie terrestre est d'assurer son salut éternel. C'est pourquoi les préceptes chrétiens constituent les références majeures des conduites de la vie pour toutes les catégories sociales. La révélation, les textes sacrés, en l'occurrence la Bible chrétienne, sont les sources uniques de la vérité. L'enseignement du Christ délivré par le clergé met en avant, entre autres, les vertus de pauvreté et de charité. Ces vertus sont au principe des institutions religieuses hospitalières qui se développent fortement dans toute cette période sous les noms d'hôtel-Dieu et de maison-Dieu. Pour autant, à cette époque, il n'y a pas de consensus sur les représentations concernant les pauvres et la manière de les traiter. Dans la logique propre à cette époque, fondée, je le rappelle, sur la référence au texte sacré, les uns considèrent que la condition de pauvreté, je dis bien la condition objective en quelque sorte, fait de chaque pauvre le représentant du Christ souffrant et que dès lors il convient de le vénérer, de lui apporter son soutien, bref, d'exercer cette vertu qu'est la charité au double sens d'amour du prochain et d'aumône, gage du salut éternel. Au contraire, d'autres considèrent que l'important n'est pas vraiment d'être pauvre, mais bien plus de vivre dans la vertu ou dans l'esprit de pauvreté, à la manière de François d'Assise,
qui a abandonné ses biens pour vivre dans une pauvreté totale. Et à ce titre, la plupart des pauvres, des miséreux, des mendiants, sont considérés comme des personnes qui vivent dans le péché et non pas dans l'esprit de pauvreté, car ils sont envieux, jaloux, querelleurs, etc. Seuls les pauvres vertueux sont dignes de la charité. Les attitudes qu'il convient de développer à l'égard des pauvres doivent donc se fonder, dans cette logique, sur la distinction entre ceux qui méritent qu'on les aide et ceux qui ne méritent que le refus de l'aide et à qui la mendicité est interdite. Et de fait, les gens de cette époque ont pu trouver dans les Écritures saintes des références qui servent d'appui à l'une et l'autre position et qui les confortent dans l'exercice d'une charité pour les uns généreuse et sans souci de distinction et pour les autres discriminante. Là, je fais référence à plusieurs textes sacrés de la chrétienté. Alors, d'une part, l'évangile de Luc, dans l'épisode des Béatitudes, « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. » Ça, du côté de la pauvreté généreuse et non discriminante. Et inversement, l'évangile de Matthieu, qui commence de la même manière, mais qui va nuancer les choses, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc c'est bien sûr cette base que les uns vont mettre en œuvre une charité généreuse et les autres une charité discriminante. Alors sur le plan historique, mais le consensus n'est pas total sur ce point, sur le plan historique, les historiens tendent à attribuer une prépondérance de l'attitude positive au XIe, XIIe et XIIIe siècle. C'est pour ça que sur le tableau, en dessous de regard sur les pauvres et institutions et principes d'aide, vous avez deux niveaux, deux périodes historiques distinguées. Donc, c'est pour cela qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle apparaissent et se développent les hôtels-dieux dans un contexte, il faut le dire, de fort développement économique et d'accumulation de richesses. Alors que, inversement, ces mêmes historiens tendent à attribuer la prévalence de l'attitude négative à l'égard des pauvres dans la période extrêmement troublée des XIVe et XVe siècles, période de la peste noire, période de la guerre de Cent Ans, période de famine, période au plan économique de recul de la position française par rapport aux pays voisins. Et c'est bien lors de cette dernière période, donc XIVe et XVe siècle, que les principes de distinction et de tri se mettent en œuvre et que les autorités civiles, les villes en particulier, commencent à se préoccuper de la gestion de la pauvreté sur la base de « à chacun ses pauvres », donc je n'aide pas les pauvres qui ne sont pas issus de la ville, de ma ville, et sur la base d'un tri entre les pauvres méritants et les pauvres non méritants. Mais c'est bien aussi à cette période que les autorités royales, en France le roi Jean le Bon, en Angleterre le roi Édouard III, qui dans les années 1348-1350, c'est quelques années après le début de la guerre de Cent Ans, prennent des mesures pour interdire la mendicité, pour obliger les pauvres valides à travailler et à travailler aux tarifs imposés par les autorités locales et non pas plus comme ils auraient pu le souhaiter, et enfin pour interdire aux institutions, y compris aux institutions religieuses et aux particuliers, de secourir les pauvres valides qui ne travaillent pas, qui ne voudraient pas travailler. Des travaux récents de l'historien Giacomo Todeschini montrent en particulier que sous l'influence des ordres mendiants, franciscains principalement, qui apparaissent au XIIIe siècle, seule la pauvreté volontaire est pensée comme vertueuse, et cela pour des raisons à la fois économiques et religieuses. De même que les usuriers
sur le plan économique, sont condamnables parce qu'ils thésaurisent l'argent au lieu de le rendre productif et de faire circuler la richesse pour la plus grande gloire de Dieu. De même, les pauvres involontaires sont tout aussi condamnables parce que leur inactivité les rend inutiles au développement de la cité chrétienne, et à ce titre, ils sont qualifiés d'infâmes, dépourvus de bonne réputation, dépourvus d'honneur et dépourvus de crédibilité. À ce titre, on refuse leur témoignage devant les tribunaux. Passons à la deuxième période, période de laïcisation et de rationalisation gestionnaire de l'assistance dans la société marchande des XVIe au XVIIIe siècle. Alors, vu le temps dont je dispose, je me contenterai de quelques mots pour cette période, parce que je préfère m'attarder sur les périodes suivantes, car elles nous concernent très directement aujourd'hui. En tout cas, dans les XVIe, XVIIIe siècles, donc de cette période, on pourrait dire qu'il se caractérise par une grande continuité à l'égard des siècles précédents, avec une tonalité négative plus accentuée à l'égard des pauvres. Alors certes, il y a des nouveautés. Les nouveautés sont d'abord dans le domaine économique, parce qu'on se trouve dans une économie qui est non plus agraire, bien que majoritairement elle reste agraire, mais c'est une économie qui est dirigée par la nouvelle bourgeoisie marchande et par l'importance des échanges commerciaux au plan non seulement national, mais au plan déjà international. Et donc, s'il y a nouveauté, on pourrait dire qu'elle réside dans une affirmation accentuée de la valeur travail, parce que ce qui est important du point de vue de l'état d'une nation, c'est ce qu'on considère à cette époque-là, l'important, c'est la bonne santé économique et c'est le travail de l'ensemble de la population qui peut travailler. Donc, valeur accentuée au travail, mise au travail des pauvres valides, voire au travail forcé, mais également, nouveauté, un début de laïcisation des institutions d'assistance, alors qu'auparavant, ces institutions étaient essentiellement religieuses. Il faut ajouter à cet égard, et je ne fais que le signaler, mais si j'avais plus de temps, je développerais, on peut considérer qu'il y a un fort affaiblissement des références systématiques anciennes aux textes sacrés, comme je l'avais dit pour les siècles antérieurs. Au contraire, ce qui émerge, c'est des références beaucoup plus importantes, en tout cas dans les élites sociales, cultivées, intellectuelles, une référence bien plus importante à la raison humaine, on pourrait dire à côté, et même pour certains à la place de la révélation chrétienne. Autrement dit, l'important n'est pas de chercher la vérité dans les textes sacrés, l'important c'est que la raison humaine fonctionne et cherche là où est la vérité, dans le monde naturel et dans le monde humain. Et on voit que dans ce souci de rationalité va s'exprimer en particulier dans la gestion des pauvres. On va avoir une rationalité gestionnaire et en particulier un souci d'ordre public tout à fait manifeste dans cette période et qui va s'exprimer, entre autres, dans un élément que les historiens connaissent bien, c'est la promotion de l'hôpital général dans beaucoup de pays européens, en France en 1656 avec Louis XIV pour la ville de Paris, hôpital général qui est censé enfermer manu militari l'ensemble des mendiants de la ville de Paris et plus tard d'autres villes de province dans trois logiques. C'est un lieu d'enfermement, donc on est là par derrière une logique de recherche du maintien de l'ordre public, parce que les pauvres étaient dérangeants. Le travail forcé, et là on est dans une logique qui privilégie la valeur travail, et enfin dans une logique de prière et de religion,
Et là, on fait référence non seulement à la religion, mais aussi à la morale religieuse, parce que les mendiants sont considérés comme des gens qui vivent dans le vice et dans le péché. J'ajouterai pour la petite histoire que l'hôpital général est censé non seulement enfermer les mendiants, mais enfermer également les fous entre guillemets. Alors, j'indique juste néanmoins que ce que je viens de dire sur l'hôpital général correspond plus à un projet qu'à une réalité. Les promoteurs de l'hôpital général, en particulier la Compagnie du Saint-Sacrement, ont trouvé auprès du roi Louis XIV un appui manifeste, mais en même temps, beaucoup d'éléments se sont mis en travers de la réalisation, de la mise sur pied de cet hôpital général. Et donc, beaucoup d'historiens, contrairement au philosophe Michel Foucault, considèrent que l'hôpital général du XVIIe siècle a été beaucoup moins un lieu d'enfermement qu'un lieu d'hébergement pour les gens qui voulaient bien profiter de cette aide. Troisième période, la société du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. Bon, vous m'excuserez, c'est mes manières de classer les périodes. Elles peuvent être contestées, évidemment. Donc, cette période du XIXe et première moitié du XXe, que je qualifie de libéralisme économique et de contrôle social, la civilisation et la moralisation des classes dangereuses dans la société industrielle libérale. Alors, l'émergence de l'industrialisation va de pair avec l'apparition d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière, dont les élites et les classes moyennes perçoivent surtout la dangerosité. Danger sanitaire, les ouvriers propagent les épidémies. Épidémie de choléra, entre autres, à Paris dans les années 1830. Danger moral, les ouvriers vivent dans la plus grande immoralité. Danger politique, enfin, ils font grève contre les chefs d'entreprise et s'investissent dans des activités et organisations révolutionnaires. Dès lors, l'urgence est de moraliser et de civiliser ces sauvages, entre guillemets, et ces barbares, entre guillemets. Terme d'époque. Cette approche des classes laborieuses, en termes de classes dangereuses, se double d'une approche savante, celle qui a été formulée par les théoriciens du libéralisme économique, plus précisément deux Anglais, Adam Smith et Thomas Robert Malthus. Ces deux auteurs ont trouvé auprès des élites françaises du XIXe siècle un écho considérable. Dans cette approche, mais vous connaissez, je ne fais que rappeler, le fonctionnement économique est soumis à la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande, qui est considérée comme une loi naturelle, au même titre que, par exemple, la loi de la gravité. C'est naturel, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, cette loi naturelle, loi de l'offre et de la demande, est censée fixer de manière juste les rémunérations de tout acteur économique. Chacun est rémunéré à l'aune de ses performances. Et quoi de plus juste que ce mécanisme impersonnel, d'où sont absentes théoriquement les pressions des groupes sociaux. Le bien commun est obtenu non pas par des règles sociales qui s'appliquent à tout le monde, mais par la recherche par chaque individu de son intérêt personnel. Les pauvres et les mendiants sont ainsi renvoyés à leur seule responsabilité individuelle. C'est ainsi que Malthus, à mon sens, a exprimé avec la plus grande rigueur ce point de vue. Les pauvres sont responsables de leur situation pour deux raisons principales. D'abord, une raison d'ordre économique. Dans la compétition entre les individus sur le marché, ils se situent de manière défavorable, insuffisamment qualifiés, insuffisamment motivés à travailler. Ensuite, pour une raison d'ordre démographique, mettant au monde plus d'enfants qu'ils ne peuvent en élever, ils accentuent les difficultés de leur situation misérable. Pour Malthus, donc, la générosité des attitudes humanitaires et religieuses à leur égard est une terrible erreur.
Elle accentue plus encore la pauvreté au lieu de la réduire, car les aides matérielles désincitent les pauvres à travailler. Malthus affirme qu'on ne peut contrevenir aux lois naturelles du marché, sauf à déclencher des situations plus tragiques encore. La conclusion logique de ce raisonnement tient dans l'absence de responsabilité de la société et de l'État dans les situations de misère. Le pauvre, par ses comportements inadaptés, produit lui-même les causes de sa misère. Dès lors, si on veut l'aider, il ne faut surtout pas lui procurer des ressources régulières, il faut au contraire l'inciter par le conseil à transformer sa manière de vivre. À l'alcoolique, conseiller la tempérance, aux paresseux, conseiller l'effort dans le travail, à tous conseiller d'ajuster le nombre de ses enfants aux capacités de les élever. Malthus définit ainsi le modèle sur lequel va se fonder le travail social émergent à la fin du XIXe siècle. Enquêter au plus près des situations particulières pour découvrir le ou les comportements inadéquats. Conseiller les individus dans la transformation de leur manière de vivre. Ne pas distribuer de ressources matérielles excepté pour accompagner leurs efforts de transformation de leur manière de vivre. Il s'agit donc de fournir aux classes laborieuses un encadrement moral tant dans la vie de travail que dans la vie quotidienne. Famille et couple, religion, éducation, formation, loisirs, consommation, dépenses, épargne. Bref, d'exercer un contrôle social sur les catégories populaires, dans le but de les moraliser et de les civiliser. Bon, François Baudin, qui devait parler de cette partie, aurait largement insisté, en particulier, sur les cités ouvrières qui apparaissent à cette époque-là, et où le patronat local propose aux ouvriers non seulement un emploi et un salaire, mais propose également toute une série de services, de logements, d'économat, de soutien à l'église locale, etc., etc. Quatrième période. Bon, Jacques. Quatrième période, le keynésianisme au service de la justice sociale dans l'État-providence, autrement dit dans une société que j'appelle industrielle fordienne, dans la période des Trente Glorieuses, donc à peu près 1945-1975. Donc un modèle de plus. Alors, le contexte politique et idéologique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la libération est favorable aux réformateurs sociaux, les communistes à De Gaulle, soucieux d'établir les fondements d'une société plus juste, plus égalitaire et plus solidaire. Les ordonnances de 1945 sur la sécurité sociale, les nationalisations, l'établissement d'un salaire minimum garanti, le développement des prestations sociales et des services sociaux, tout cela marque l'émergence d'une nouvelle politique sociale. Celle-ci trouvait une fois de plus sa légitimité scientifique aux penseurs de l'économie, en l'occurrence auprès à nouveau d'un Anglais, Lord Keynes. Et cette nouvelle politique peut être caractérisée par trois éléments qui caractérisent ce qu'on appelle l'État-providence. Un, l'intervention forte de l'État dans le marché pour réguler les rapports économiques et sociaux. Donc à l'opposé de la doctrine libérale du laisser-faire étatique. Deuxième point, une politique de réduction des inégalités sociales à travers les mécanismes de la redistribution des revenus. Les transferts sociaux qui sont permis par l'impôt et par la sécurité sociale, les prestations de la sécurité sociale, mais permis également par le développement d'équipements collectifs, d'éducation, de santé, de logement, d'action sociale, d'animation, d'éducation populaire.
Enfin, troisième caractéristique, l'affirmation de droits sociaux pour tous les citoyens, garantissant aux plus démunis la solidarité de la nation, comme les révolutionnaires de 1789 avaient commencé à le légiférer, sans d'ailleurs pouvoir le mettre en œuvre. Mais ils l'avaient légiféré. Donc ces réformes s'accompagnent d'un retournement des représentations que l'on se fait des pauvres. Auparavant, ceux-ci étaient perçus comme responsables de leurs propres difficultés, je viens de le dire, et du coup, ils étaient à la fois stigmatisés, culpabilisés et normalisés. Désormais, les classes laborieuses apparaissent de plus en plus comme victimes des dysfonctionnements de la société. L'économiste Keynes avait expliqué dès avant la guerre 39-45, puisqu'il a écrit son livre à la fin des années 20, donc il avait expliqué que le chômage n'était pas le fait des chômeurs, mais le fait d'une insuffisance de la demande de consommation. Autrement dit, le chômeur n'est pas responsable de son chômage, c'est la consommation qui n'est pas suffisante. Donc, s'il y avait chômage, c'est parce qu'il y avait une inadéquation entre deux agrégats macroéconomiques importants que sont d'un côté la production, de l'autre côté la consommation. S'il y a un décalage entre les deux, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, qui entraîne le chômage. Donc, et dans un raisonnement proche, on pourrait dire que les partisans, alors ce n'est pas Keynes qui parle, mais ce sont des acteurs de la vie sociale et politique qui vont considérer, à partir de l'idée de justice sociale, que ce sont bien différents types de dysfonctionnements qui vont créer des difficultés pour un certain nombre de personnes. Les dysfonctionnements de l'habitat de grands ensembles expliquent la délinquance. Les dysfonctionnements de l'école produisent l'échec scolaire. Les dysfonctionnements de l'institution familiale produisent névrose et psychose. Bon, là, je me réfère à un certain nombre d'idées qui ont été très en vogue après les années 68. Dès lors, si la société est productrice de dysfonctionnements qui entraînent des difficultés pour les individus, eh bien, d'autres pratiques deviennent légitimes. Il est alors possible d'inverser le raisonnement de Malthus. Désormais, il faut transformer la société et non pas l'individu, c'est-à-dire modifier les principes de fonctionnement des principales institutions sociales pour les mettre au service d'une plus grande justice sociale. Et donc, en particulier, sur la base des idées keynésiennes, et dans un contexte où Taylor et Ford ont jeté, chacun à leur manière, les bases d'une nouvelle organisation du travail, permettant une production de masse, Taylor, l'organisation du travail, Ford, le tapis roulant où les produits défilent devant les ouvriers qui, eux, ne bougent pas. Donc, ça permet une production de masse. Donc, dans ce contexte-là, il devient important que l'État soutienne cette production de masse par une consommation de masse. Vous comprenez bien que s'il y a production de masse d'un côté, il faut qu'il y ait une consommation de masse, sinon ça ne peut pas marcher. C'est bien pour ça qu'il y a eu une crise, un krach boursier de 1929-1930. Il y avait une production très élevée, alors même que la consommation était insuffisante. Et donc, pratiquement, la politique qui en résulte, c'est qu'il faut injecter un surcroît de pouvoir d'achat chez les catégories qui en manquent le plus, en agissant sur les salaires et en agissant sur les prestations sociales. Et donc, en faisant des classes populaires de bons consommateurs, l'État soutient la production. Le raisonnement de Malthus et des théoriciens du libéralisme économique est ici inversé. Pour faire de bons profits, les industriels ne doivent plus baisser les salaires comme ils le faisaient, comme ils avaient tendance à le faire, de manière à baisser leurs coûts de production. Mais à la manière de l'industriel Henry Ford, les voitures qui fabriquent les voitures Ford, Ford T, eh bien, au lieu de baisser les salaires, il faut au contraire augmenter les salaires pour encourager la production.
et pour Ford, pour encourager ses propres ouvriers à pouvoir acheter des véhicules qui sortent des chaînes de montage. Et donc, on peut dire que distribuer plus de ressources financières aux pauvres, c'est désormais faire preuve d'intelligence économique, ce qui avait toujours été condamné par les libéraux. Keynes a permis ainsi la conceptualisation d'un équilibre nouveau que l'on peut qualifier de compromis social-démocrate, au sens où ce nouveau principe de fonctionnement économique est censé satisfaire à la fois les capitalistes, qui, grâce à la production de masse, peuvent faire plus de profit, mais aussi de satisfaire les travailleurs parce qu'on augmente les salaires et parce que la sécurité sociale, la protection sociale leur fournit des prestations sociales supplémentaires. Bon, les dispositifs et les interventions mises en œuvre, tels que je les ai énoncés au début de ce chapitre, eh bien, aboutissent de fait, pendant les 30 Glorieuses, à des résultats forts. Dans les années 70, on ne parle plus de paupérisme, mais de poche résiduelle de pauvreté. On ne parle plus de pauvres, mais de travailleurs. Le quasi-plein emploi s'est installé, les niveaux de vie ont augmenté, et du coup, on pourrait dire, la croyance dans une victoire historique des logiques de l'État-providence sur les misères millénaires s'est imposée. Pour pas longtemps. Donc, cinquième période, la période actuelle, et sixième modèle de regard sur les pauvres et de réponse sociale. Retour au libéralisme économique, à la responsabilité individuelle et condamnation de l'assistanat dans la société contemporaine. Donc, les 30 Glorieuses n'ont constitué qu'une brève parenthèse dans le recul de la pauvreté. La crise et les mutations intervenues, tant au plan économique qu'au plan scientifique et technologique, ont bouleversé ce bel équilibre. On connaît la suite, chômage de masse, salariat de plus en plus précaire, inégalité sociale en forte croissance, galère des jeunes des cités et marginalisation de quartiers entiers, montée de la drogue et de son trafic, exacerbation des rapports entre les pays riches et les pays pauvres, à travers en particulier la question des migrations de population. Le paradoxe du fonctionnement des pays occidentaux apparaît à nouveau dans toute sa dimension scandaleuse. La production de richesses de plus en plus grandes s'accompagne d'un paupérisme accentué. Les riches, et surtout les très riches, s'enrichissent à vitesse accélérée, tandis que le nombre de pauvres, de travailleurs pauvres, de mendiants, de SDF explose. Le retour en force des idées libérales, via le courant monétariste anglo-saxon, mis en œuvre dès les années 80 par des responsables étatiques de premier plan tels que Reagan et Thatcher, ce retour en force a remis au goût du jour les raisonnements de Smith et de Malthus sur la responsabilité individuelle. Et la grande majorité des élus politiques, de droite et quelquefois de gauche, sont désormais porteurs de ce libéralisme économique. Des leftards de Nicolas Sarkozy jusqu'il suffit de traverser la rue d'Emmanuel Macron. Face à ce retour en force du libéralisme économique, les modèles classiques de contestation du capitalisme ne mobilisent plus. Ça, c'est un élément qui me paraît important. C'est-à-dire qu'il n'apparaît plus d'alternative au libéralisme. Le modèle soviétique s'est effondré et il est décrié. La nomenclatura a accaparé le pouvoir au nom de la dictature du prolétariat. Le stalinisme s'est transformé en terrorisme d'État pour les opposants politiques et bien au-delà. Premier contre-modèle qui s'est effondré. Deuxième contre-modèle, le modèle social-démocrate dont je parlais il y a quelques minutes, keynésien, ce modèle, il n'a pas donné les résultats attendus. La relance économique souhaitée grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat, je me réfère ici à Jacques Chirac, Premier ministre en 1974, et à Pierre Mauroy, Premier ministre en 1981,
Cette relance économique, donc mise en œuvre par Chirac et Mauroy, n'a pas profité à l'économie française. Les ménages français ont acheté plus, mais ils ont acheté surtout des produits étrangers qui étaient moins chers et de meilleure qualité. Bref, l'effondrement de ces deux modèles alternatifs au capitalisme a laissé une voie royale au développement d'un capitalisme de plus en plus agressif. La crise des subprimes des années 2007-2008 est un exemple emblématique d'un nouveau type de société qui prend la relève de l'ancien capitalisme industriel. Alors, à la fois le retour du capitalisme rapace, entre guillemets, à la mode du XIXe siècle, qui recherche à tout prix le maximum de profit à court terme et le minimum de taxation, mais, et c'est plus nouveau, un capitalisme financier, mondialisé, s'appuyant sur les technologies numériques pour casser et remplacer le modèle industriel antérieur et pour casser les modes anciens d'organisation et de régulation du travail. Je me réfère là, par exemple, aux plateformes ubérisées. Les associations sociales investies dans l'aide aux personnes en difficulté ne cessent de dénoncer l'aggravation des conditions de vie de couches de plus en plus larges de population. Certes, beaucoup de dispositifs sociaux ont été mis en place pour venir en aide aux personnes en difficulté et des progrès ont été faits dans beaucoup de domaines, par exemple la couverture maladie universelle. Mais pour autant, on voit bien que les gouvernants des 2 dernières décennies n'ont de cesse de détricoter les protections accordées dans les temps antérieurs, sans pour autant être désavoués par leurs propres électeurs. Plus encore, ce sont les dispositifs toujours nouveaux mis en œuvre qui peuvent être suspectés d'effets négatifs sur les populations à qui ils s'adressent. En particulier, cette nouvelle approche de l'aide, fondée sur l'implication nécessaire de la personne dans un projet de changement personnel. Conception sans doute vertueuse, mais porteuse plus qu'on ne le pense de stigmatisation et de culpabilisation, au point que de nombreuses personnes en grande difficulté évitent autant que possible de recourir aux institutions chargées de les secourir. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Le diagnostic de ce phénomène de non-recours est à mon sens évident. Une politique de lutte contre la pauvreté qui ne s'appuie pas sur une politique de lutte contre les inégalités ne peut engendrer que stigmatisation, rejet, voire enfermement. Juste un mot de conclusion. Cette analyse socio-historique montre assez clairement, à mon avis en tout cas, que seules 2 périodes historiques ont été positives à l'égard des pauvres. La première, celle des XIe à XIIIe siècles, qui a mis en œuvre des institutions qui ont permis aux pauvres de survivre, mais pour autant qui n'a pas transformé fondamentalement leurs conditions. Les pauvres sont restés pauvres, ils ont survécu. La deuxième, à mon sens plus intéressante, très brève, à peine 30 ans, celle de l'État-providence, s'est engagée dans une dynamique inédite, celle de la réduction des inégalités sociales, grâce à des politiques d'augmentation de salaire et grâce à la protection sociale. Les conditions socio-économiques d'aujourd'hui ne sont plus celles des Trente Glorieuses, ok, mais on aurait tort de ne pas s'inspirer fortement du modèle d'État-providence inventé à cette période, tout en l'adaptant aux conditions socio-économiques nouvelles. Je vous remercie.